Bonjour à tous, c'est Mike Aldébaran, nous sommes avec le grand druide Garanos. Voilà, bonjour à toi. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, nous raconter ton parcours? Oh, c'est long. Ton très long parcours, peut-être de tes débuts, en fait, comment tu as débuté, pas forcément par le druidisme, mais par d'autres traditions. Oui, tout à fait, oui. Alors, quand on pose une question comme cela, il faut répondre de manière plus intelligente, dans le sens où il faut commencer déjà dans la petite enfance. Qu'est-ce qui s'est passé dans la petite enfance qui fait que des prédispositions sont sur le chemin de l'individu? Probablement parce qu'il y a des réincarnations, et que dans le druidisme on parle des réincarnations, mais il n'y a pas que cette école. Et on restitue des événements à 7 ans et à 12 ans que j'ai eu, qui est extrêmement important. À 7 ans, j'ai fait un dédoublement conscient de 2 heures, et ensuite je suis revenu dans mon corps. Et à 12 ans, je raconte pas tout parce que ce serait assez long si à chaque fois il fallait raconter l'histoire. Et à 12 ans, j'ai eu un événement très très particulier qui est arrivé. J'étais dans une ferme à la campagne et j'avais eu la visite de ma mère, et à partir de ce moment-là, on avait été se promener dans une forêt et il s'est passé une chose très étrange, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir des cordes, mais vraiment des cordes, ce qui s'appelle vraiment des cordes. Et j'ai vu tout le monde s'enfuir pour aller se réfugier dans un bloc de forêt, et moi j'ai pas bougé. Et ça me paraissait normal de ne pas bouger. Et quand ma mère et mes copains sont revenus après que la pluie se soit arrêtée, ma mère m'a regardé avec des yeux complètement effarés et elle m'a dit: mais tu es complètement sec. Donc la pluie n'avait pas atteint mes vêtements. Donc c'était un rapport occulte avec le monde du feu. C'est-à-dire qu'il y avait un rapport... Salamandres. Comment? Les salamandres. Les salamandres, exactement. Ouais. Donc j'ai un lien secret avec les salamandres qui est probant, fort probablement. Et puis il y a eu un autre événement à 12 ans, toujours 12 ans et demi, où, alors ça c'est très intime quand même, un jour on joue aux billes, il y a un jeu qui s'appelle le triangle quand on est enfant, et on se met très loin, on fait 3 billes pour faire un triangle, et avec un gros calot on balance les billes. Alors on était, je sais pas, une dizaine de gamins avec des grands, on jouait donc au triangle, et voilà que je me mets sur le côté et je vois dans des ruines, je vois un serpent rose et noir qui se met à se balader autour de mon bras. Et il m'enroule comme ça le bras. Alors, j'étais quand même assez surpris, et je le tenais comme ça, puis j'avais l'impression que je lui parlais. Donc c'était quand même très particulier. Je voyais la tête comme une vipère, et j'avais l'impression de lui parler. Et là, les garçons qui étaient avec moi ont dit: mais il est fou. Non. Et en fait, c'était pas un serpent, c'était autre chose. Mais moi, j'ai vu un serpent rose et noir. Bon. Et il faut savoir que ce serpent, dans les traditions mésoaméricaines, est un serpent mortel. Il tue immédiatement. Mais il peut aussi signifier autre chose. En Égypte, par exemple, la vipère rouge et noire a une autre signification, c'est l'initiation. Et c'est probablement de cela dont il s'agit. Bon. Ce qui s'est passé, c'est que par la suite, le serpent, quand ils m'ont vu, ils sont allés chercher une fourche, ils voulaient le tuer. Et alors, je l'ai vu et je lui ai adressé la parole mentalement et je lui ai dit: va-t'en, ils vont te tuer. Et le serpent s'est déroulé et il est entré dans un trou de pierre, tu vois. Et là, il est reparti. Et j'étais très content parce qu'il a été sauvé. En réalité, ils m'ont dit: mais c'était pas un serpent, c'était peut-être une couleuvre ou un truc. Ils savaient pas ce que c'était exactement. Mais moi, je l'ai vu rose et noir. Or, et c'est assez intéressant, c'est que récemment, j'ai initié un garçon africain qui était lui-même initié à une autre tradition qui est le Bwiti en Afrique, mais je l'ai initié au tarot et au celtisme. Parce qu'il y a des courants. Le racisme celtique n'existe pas en fait, c'est une erreur fondamentale de certains Celtes, mais ça c'est une autre histoire. Bon. Et ce garçon, le premier rêve qu'il a fait, il est arrivé qu'il avait dans ses draps blancs un serpent rose et noir. Voilà. Donc, voilà. Donc c'était la transmission de l'initiation. Et ce qui est très étrange, c'est qu'il a rêvé de toute l'initiation dans la pyramide en même temps.
Donc il y avait bien un corrélat entre cet aspect et celui-là. Donc effectivement, ce qui vient d'un lointain passé de vie antérieure fait que quand le mode initiatique se présente à un individu, c'est toujours à 7 ans ou à 12 ans. C'est-à-dire que c'est aussi un mot symbolique. Oui, mais on sait que pour les initiés, dans la tradition occulte, oh là là, il est en train de plier là. Ouais, là. Dans la tradition occulte, l'enfant présente des dispositions qui vont se révéler à 7 ans ou à 12 ans. Et moi j'ai eu les deux. Et si c'est à 7 ans, c'est que ce sont des initiés. La renaissance. Oui, c'est une nouvelle naissance. Voilà. C'est la langue des oiseaux. Voilà, c'est ça. C'est la renaissance. Voilà. Ouais. C'est une nouvelle naissance dans le sens où le rappel de soi ou du soi fait que quelque chose se manifeste pour que l'individu, l'histoire du dédoublement à 7 ans, c'était une vision, je devais descendre un escalier et ensuite c'était la ténèbre et ensuite il fallait que je remonte tout de suite et traverser un mur. Traverser un mur, c'est vraiment traverser l'autre côté du mur et me retrouver dans un berceau, les 4 fers en l'air. D'accord. C'est donc bien une nouvelle naissance. Voilà. Donc, effectivement, ça on va dire ça, ce sont les prédispositions d'un individu qui peuvent se révéler chez d'autres personnes au moment du baptême ou du baptême quand il est adulte, hein, pas le baptême enfant. Mais quand à 12 ans il y a un baptême, il peut se passer un réveil chez un individu. Mais souvent on dit que les initiés majeurs, c'est à 7 ans. Et les initiés d'une autre catégorie, c'est à 12 ans. Il y a donc des âges occultes qui se réveillent. Ensuite, il y a 4 âges comme à Karnak. Je sais qu'à Karnak, il y a il y a une file de mégalithes sur de nombreux kilomètres. Il y a 11 fils. En fait, c'est comme si on développait un zodiaque complet en 4 temps. Et il y a 4 brisures dans les alignements. Et les 4 brisures correspondent aux 4 saisons, c'est-à-dire à toutes les fêtes cérémonielles. Mais en outre, c'est un cycle apollinien ou un cycle solaire, le cycle de Lugh, parce que pour les Celtes c'est Lugh. Ce cycle est un cycle de 18 ans et demi. Ça veut dire que à 18 ans et demi, il y a quelque chose qui se révèle en toi et qui ensuite à 37 va éclore. Et ensuite, 18 ans et demi après, 18 ans et demi. Ce sont les 4 âges de l'humanité. C'est l'histoire du Sphinx avec Oedipe. C'est marrant parce que je pensais à l'hôtel des 4 saisons, c'était le lieu qu'avait choisi la Tulée. Ah oui. En 1919. Ah oui. Alors je sais pas s'il l'avait choisi exprès ou pas. Mais c'était où alors? C'était à Munich. À Munich, je crois. Ouais. Et donc tu parlais des 4 saisons. Ces 4 saisons en fait ont un sens dans le cadre celtique, c'est un sens alchimique puisque les 4 saisons sont en rapport avec ce ne sont pas nos 4 saisons à nous. Les nôtres, nous les connaissons par notre calendrier. Les 4 saisons druidiques sont en fait des 4 saisons atlantéennes, c'est-à-dire elles viennent d'Atlantide. C'est pourquoi elles ne commencent pas au même moment. Hein, elles commencent à la Samaïne, donc à Toussaint. Donc on a une autre perception des saisons parce qu'il y a eu le déluge. Et comme le disent les compagnons, le navire s'est renversé, c'est pourquoi le navire, il est dans les églises, il est au plafond. Ça veut dire que le vaisseau s'est retourné, la terre s'est retournée. Hein? À partir de ce moment-là, on a mis sur les frontons des églises romanes le X. Et ce X traduit en fait l'écart angulaire entre le basculement de la Terre, tu vois, et le nouvel axe. Donc le X traduit ce basculement qui fait que la rotation de la Terre a changé. Et donc les polaires n'étaient plus les mêmes, la polaire n'était plus les mêmes, les étoiles n'étaient plus les mêmes. Il est probable même que, je pense qu'en Atlantide, ils avaient une certaine vision, enfin tout dépend où ils étaient, ils avaient une vision de ce qu'on appelle la Croix du Sud. Il y avait une société secrète qui s'appelait les Polaires, qui recherchait une achat d'ailleurs. Peut-être bien les Polaires. Mais qu'est-ce que tu penses justement de toute l'idée
coïncider avec l'amiral Byrd, le pôle sud et le pôle nord. Ah, donc, ça oui. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à la Terre, qu'elle soit différente de ce qu'on nous la montre en fait? Je pense que c'est ce que Byrd a raconté tout à fait exact, parce que pourquoi premièrement, c'est l'Agartha. Ouais, c'est ça. Alors, il faut savoir que tous ces réseaux souterrains ont existé depuis des millénaires, et que dès qu'il y a eu le retournement de l'Atlantide, l'Agartha s'est réfugié avec de nombreuses populations sous terre. Donc il a fallu non pas creuser des accès. Ce qui est très intéressant, c'est que le soi-disant homme préhistorique, qui n'est préhistorique que de nom, il était beaucoup plus avancé en fait. En fait, il n'est pas préhistorique. Voilà. Ce sont des Atlantéens. C'est ça. Sapiens, c'est un Atlantéen, même peut-être Cro-Magnon aussi. C'est pas parce qu'on n'a pas retrouvé une technologie extrêmement avancée que pour autant il est possible que ce soit ceux qui aient simplement échappé au déluge. Oui, il y a la lignée de Cham, toute la lignée des Sumères, tout ça. Puis il y a aussi même la Dordogne pour nous. Ouais. Tous ces gens du Magdalénien, en fait, nous on l'appelle dans le druidisme l'ère du mammouth. D'accord. Parce que c'est l'ère du cancer en fait. Et c'est pourquoi on trouve dans certaines grottes françaises, on trouve des mammouths dessinés. Ces mammouths ne font pas référence à un animal, ils font référence à une ère astrologique. Le bison est une ère astrologique, le cerf est une ère astrologique, etc. Donc c'est une succession d'ères qui correspondent à une conscientialisation de l'individu en fonction de au moins 5 ères depuis l'ère du cancer. Donc on a cancer, Gémeaux, Taureau, Bélier, Poisson. Donc on a bien 5 ères, 2 fois 2160 ans, ce qui nous remonte à environ plus de 10 000 ans. Et ça correspond bien donc à 12 000 ans, ça correspond bien à ce qui était le renversement de l'Atlantide. Donc l'ère mammouth correspond, ou l'ère éléphant si tu veux, correspond à ce qui était l'Atlantide. Et donc c'est le fait qu'on ait fait des initiations dans des grottes souterraines qui étaient les anciennes églises, les Spulga ou ce que tu veux, et bien en réalité c'est des accès aussi peut-être pour le monde souterrain. La Terre creuse. Ouais, la Terre creuse. Horbiger et puis d'autres. Horbiger, oui. Ouais. Gurdjieff aussi, je pense qu'il en a parlé. Horbiger, oui. C'est le matin des magiciens, bien sûr, Powell et Bergier. Oui. Et le Grèce aussi en parlait, toutes les recherches sur c'était Nouvelle École et tout ça. On parlait de ça à l'époque. Qui ça? Le Grèce. GRECE, c'était lié à Powell et Bergier. Ils parlaient des recherches indo-européennes en fait. Ah oui. Je me rappelle les années 70. Regarde. On a des beaux avions en direct. La patrouille française avec bleu, blanc, rouge, c'est pour nous. Ils sont vachement chouettes. Tu as commencé tes premières recherches par rapport à ce qui est templier. Non, pas tout à fait. Alors je vais t'expliquer, puisque tu voulais une chronologie. Je vais essayer d'être rapide. Si on veut parler d'une chronologie, le bouddhisme, au début peut-être. 12 ans et demi le bouddhisme, parce que ça répondait entièrement, étant passé par une forge morale, intellectuelle et spirituelle, émotionnelle, par l'assistance publique et par différents... j'ai pas connu ma mère avant 12 ans, quoi. Donc j'ai été seul et il a fallu que je me forge moi-même. Ne pouvant m'identifier à aucune famille, je n'avais pas de famille. Donc le zen a tout de suite été pour moi une révélation. Parce que pour moi, le sens de père et mère, ça n'avait pas de sens. C'était quelque chose qui m'était étranger. Ton père après. Oui, après, bien plus tard. Qui est un initié aussi. Oui, qui est un initié aussi, oui. Et même un grand initié, on peut dire. Dieu. Oui. Voilà. Et finalement, donc à 12 ans et demi, c'est le zen, jusqu'à, disons, 19 ans et demi, 20 ans. Et par malheur, Sensei Nakazono, qui était mon maître d'aïkido et de kendo, de bâton, est parti aux États-Unis. Et bon, nous on est restés comme des ronds de flanc, on ne savait pas trop quoi faire. Donc pendant 8 ans, on peut dire que j'ai été entièrement bercé dans le bouddhisme japonais, qui me convenait très bien. On peut dire que j'étais même complètement asiatisé, quoi.
Le Bushido, le Zen, le Tao, enfin tout ça, voilà. Tout ça, ça marchait ensemble pour moi. Voilà. Et puis par la suite, quand il a fallu trouver une autre solution, je suis rentré à l'ordre rosicrucien à Morques. Alors pour les détracteurs qui disent que l'ordre rosicrucien à Morques est une mauvaise école, que je ne sais quoi, qu'on y apprend des choses terribles, je vais mettre tout de suite les gens au pas, je vais dire que c'est une excellente école et c'est là où j'ai commencé vraiment à faire un développement occulte assez fort parce que c'était lié à l'Égypte antique. Et je reste entièrement attaché d'ailleurs à ce courant qui est celui de l'Égypte parce que pour moi c'est un des plus grands qu'il y ait eu. Même si j'ai eu 3 vies de druide minimum, j'ai eu 3 vies de druide, ça je sais. J'ai retrouvé mes vies intérieures là-dessus. J'ai même été cathare aussi. Oui, j'étais cathare, mais à chaque fois j'étais assassiné. Et j'ai été marane. Un courant complètement, c'est-à-dire un juif qui avait refusé le judaïsme pour devenir chrétien. Donc c'est quand même, et ça c'est au XVIe siècle. J'ai été une femme qui faisait de la commedia dell'arte, ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup ri. Et bon, alors toutes ces choses, bon, ça c'est venu beaucoup plus tard. Hein. Et ces révélations, c'est quand je suis à l'ordre du temple. Mais je suis donc resté, je crois, 6 ans à la Morque. Et après, comme j'avais pas l'impression d'avancer, je lisais d'autres ouvrages à côté, du Rudolf Steiner, du Max Endel, etc. Tout ça. D'autres courants, Chevalier de Lubitsch. Jacob de Bohème. Oui, Jacob Bohème. Ouais. J'étais pas trop Jacob Bohème. J'étais très mystique. Ça veut dire que je priais énormément. Il y a un éminent professeur de philosophie qui s'appelle Pierre Dortiguier, dont je t'avais parlé, qui est passionné par Jacob de Bohème, qui a beaucoup vu ton travail par rapport à ça. Ah oui. Mais Jacob Bohème, c'est connu. Et Jacob Bohème est comment le germanisme. C'est surtout le christianisme ésotérique. C'est très très proche du martinisme ou de Louis-Claude de Saint-Martin. On peut dire que Louis-Claude de Saint-Martin et Bohème, c'est presque devenu un seul personnage après, dans la fusion de l'intelligence et de l'esprit, oui. Et pour en revenir après la Morgue, donc je suis rentré ensuite en voulant chercher du travail. J'ai rencontré au musée de l'Homme un directeur technique du musée de l'Homme. Je ne dirai pas son nom parce que c'est un frère. Et il m'a demandé d'entrer en maçonnerie. On a discuté longtemps, il m'a dit mais il faut que tu rentres en maçonnerie. Comme c'était un homme d'une connaissance. Non, c'était pas le Ouattard. C'était un homme il était à Grande Loge de France. Et c'était un homme d'une intelligence prodigieuse sur le plan ethnologique, sur le plan spirituel. C'est lui qui m'a fait lire Sohrawardi au début, c'est-à-dire l'islam ésotérique, la lumière noire, Ibn Arabi, etc. La Kaaba. Mais le sens secret. Oui. Le Sohrawardi, c'est les chiites. Les sourates secrètes. Voilà, c'est ça. Et les chiites ont une perception, comme dans le catharisme, qui est assez identique d'ailleurs, parce que dans le catharisme, tu as l'histoire de l'archange déchu, et dans Sohrawardi, il y a exactement la même chose. Donc on parle bien, il y a un mélange des doctrines qui est savant là. Donc cet homme m'a apporté beaucoup par rapport à ça. Mais Achécha était proche des Templiers d'ailleurs. C'était inspiré. Le Templier s'était inspiré du mouvement des Achécha, notamment. Ah ben oui, c'est Hassan ibn Sabah. C'est-à-dire que quand les Templiers sont arrivés en Orient, ils ont eu cette chance à Damas notamment de rencontrer les alchimistes arabes. Ces alchimistes arabes les ont initiés à la lecture secrète de la Bible et aussi des kabbalistes hébreux. Mais ils ont rencontré ce courant chiite de Ibn Sabah qui est le vieux de la montagne, oui, c'est ça, le patron des Yashishin, qui avait 72 forteresses qui le présidaient et il a institué, alors ça les gens ne le savent pas peut-être, il a, dans les cérémonies secrètes d'admission du Templier, on lui racontait la vie alchimique secrète de Jésus. Et on disait, la vie de Jésus est une fable. Il faut la comprendre comme une fable initiatique. De même qu'il y a des fables gréco-égyptiennes, il y a aussi des fables bibliques qui existent. Et effectivement, toute la Bible de l'Ancien Testament, en fait, est une fable alchimique, astrologique et kabbalistique. Si on n'a pas ces 3 outils pour la lire, on ne fait que de l'exégèse et on tourne en rond, c'est-à-dire on dit n'importe quoi. Ce que font les catholiques très bien. Pas nous. Bon. Et Hassan ibn Sabah était quand même quelqu'un qui était initié aux loges du Caire. Et ensuite, dans le Moyen-Orient, c'est lui qui a institué tout son système ésotérique.
les Templiers ont copié l'initiation d'Ismaël, c'est-à-dire cette initiation secrète. Alors on mettait un bandeau comme dans l'initiation maçonnique ou l'initiation celtique, parce que c'est la même. Hein. Il faut savoir que... Pour tous les courants d'ailleurs, chez les Black Muslims, enfin la maçonnerie noire, aussi la maçonnerie black que je connais moins bien, c'est dommage. Aussi, c'est les Moorish. Ah oui, c'est ça. Non, je ne peux pas en parler parce que malheureusement, quand on ignore quelque chose, on n'en parle pas. Qui sont égyptiens, qui sont l'ancienne maçonnerie. Oui, mais ils sont l'origine de la maçonnerie. Les premiers maçons. Tu sais que le mot vaudou, ça veut dire tablier, tablier maçonnique. On sait très bien que les origines, que ce soit les Yoruba qui sont partis d'Afrique et qui ont été esclavagisés et qui sont partis aux États-Unis, ces Yoruba ont apporté les rites vaudou, qui sont extrêmement puissants d'ailleurs. Il ne faut pas rigoler avec le vaudou. Vaut mieux avoir du vaudou que de faire du vaudou. Bon, j'ai eu beaucoup de frères qui ont fait du vaudou, qui ont eu malheureusement... du black magic un peu, mais ils ont eu, malheureusement, si tu veux, j'ai été sollicité. J'étais très jeune, j'avais 20 ans, il y avait ta mère à l'époque, et j'ai été sollicité immédiatement pour rentrer dans le vaudou. Et je n'ai jamais pu me résoudre à y aller. C'est-à-dire que je sentais qu'il ne fallait pas, qu'il y avait certainement un danger. Après, je me suis expliqué, parce que j'ai eu un frère très proche de moi, qui lui a adhéré au vaudou, et il a voulu changer de job. Tout a marché, c'était extraordinaire, etc. Mais comme tout, c'est-à-dire que tu payes. Ouais, tout est payant. Le karma, c'est payant. Tout est payant. Les gens croient que tout est gratos, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Tout est payant. Et même karma, c'est payant. Ça veut dire que tu reçois une initiation, c'est payant. Après, tu dois servir la société ou servir l'outil qui t'a aidé à t'évoluer, etc. Voilà. Sauf si tu te fais virer. Ce qui a été mon cas après en maçonnerie où j'ai eu donc cette école, je suis rentré à la Grande Loge, au bout de 2 ans je suis parti. Parce que je n'y voyais aucune... tous les frères dans la loge, j'avais l'impression qu'ils ne comprenaient rien. Donc je suis retourné dans une petite... non, pas encore. Pas tout de suite. Je suis d'abord retourné dans le groupe de Jacques Bruyère. Ah oui, Bruyère. Qui était Terra Omega. Et on a cherché à Argélie, à Gisors. Voilà, c'est ça. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années, 2 ou 3 ans, le texte de Terra Omega avec Bruyère et Lambert. Donc on étudiait son travail. Et ce qui m'allait très bien parce que pour une fois, la franc-maçonnerie devenait intelligible. C'est-à-dire que Bruyère donnait vraiment les clés. Il donnait toutes les clés jusqu'au royal secret, mais les frères, eux, qui étaient aberrés par leur symbolisme, ne comprenaient pas. Donc j'ai eu cette chance de rencontrer Bruyère et de travailler à ce moment-là avec lui. Et ensuite j'étais dans les Pyrénées, avec ta mère, et j'ai fait un grand rêve. Et j'ai rêvé de la maçonnerie et du chevalier de Rampillon. Et à ce moment-là, j'ai été quand même assez surpris. Je suis allé voir Gabrielle Carmier et le jour où je suis allé la voir, elle était très malade, elle était couchée. C'était avec de la personne aussi Non, ça c'est plus tard. Plus tard. Quand j'ai rencontré Gabrielle, ma montre, elle a fait ça, tu vois. Elle s'est arrêtée, elle a sauté et tout. Et elle m'a dit oui, tu peux rentrer. Donc je suis rentré tout de suite. Je suis resté 2 ans ou 3 ans. Bon, après il y a eu des soucis. C'est que j'ai été viré de la maçonnerie pour des raisons qu'on n'expliquera pas maintenant. Ah ouais. Mais par contre, ce qui était très intéressant, c'est qu'à l'inverse de la franc-maçonnerie, dans ce groupe de la maçonnerie du Graal, c'était lié au Graal, voilà, surtout. Il y avait ça, mais il n'y avait pas que ça. Et vous avez fait des recherches à Montségur à ce moment-là aussi par rapport à la maçonnerie? Non. Pas trop. On peut pas dire. Non, le groupe de la maçonnerie, l'intérêt qu'il avait, c'est qu'il pouvait collecter des gens qui venaient de Suisse, d'Allemagne, de France, etc. Donc des fois, dans la maison de Gabriel, il y avait un monde fou, quoi. Bon, mais des gens qui avaient une véritable recherche, ouais, et qui avaient une recherche extrêmement sincère, quel que soit le domaine où ils le faisaient, que ce soit du yoga, de l'alchimie, par rapport à l'ismaélisme, par rapport... Là, il y a eu une convergence d'intelligence remarquable. Et c'est le vrai templarisme, dans le sens le plus profond. Bon, alors après, j'ai été viré, et donc après, comment ça s'est fait? Un jour,
je rencontre mon père, je discute avec un frère qui vient avec moi, lui, qui est un ami à mon père. Je discute, il me dit, mais est-ce que tu ne veux pas rentrer à l'ordre des constructeurs, c'est-à-dire ce qui était une reprise du Ouattara, mais autrement. Ouais. Ouattara, ça veut dire ordre initiatique traditionnel de la royale, et l'ordre des constructeurs se spécifiait pour une quête plus hermétique, plus proche d'Hermès. Il y avait d'ailleurs le buste. La loge Hermès. La loge d'Hermès encore. Et il y avait d'ailleurs la tête d'Hermès dans la loge. Et on va appeler le grand maître Joël et Franck la personne, enfin c'est pas Franck la personne, il n'a rien à voir. Hein. Franck la personne ou de la personne, parce qu'ils se sont rendus compte que dans leur famille il y avait eu de la noblesse. Son fils est connu, mais pour d'autres raisons. Oui, pour d'autres. Non, mais il est connu en tant qu'acteur. Oui, voilà. Il joue très bien d'ailleurs, ça n'a rien à voir. Mais il n'a rien à voir. Ouais. Son père était un véritable initié au sens maçonnique, et lui, il a eu des liens avec Montségur. C'est ça. Voilà, il a eu des liens extrêmement proches avec Montségur, avec le personnage principal qui était à Montségur, au café. Plantard. Ah non, il était... Non, pas encore. Non, Plantard, c'est les Templiers. Non, comment elle s'appelait Plantard, c'était Reine de Château. Ouais. Non, il y a une femme, j'ai plus son nom en tête, c'était une cathare, une réincarnation de cathare, mais prodigieuse, hein, c'était une personne exceptionnelle. Et là, Jacques Lapersonne, c'était lui, qui était l'ancien grand maître du Ouattara, qui était à nouveau le grand maître de l'ordre des constructeurs. C'est lui qui m'a formé entièrement au niveau maçonnique. Je peux reconnaître que c'était un homme exceptionnel. Qu'est-ce qu'a apporté le Ouattara par rapport à de plus en fait en termes d'initiation, en termes de différence? Elle était beaucoup plus pratique et elle était beaucoup plus proche des constructeurs de cathédrales. La Grande Loge de France est plus symboliste, plus évanescente, on va dire. Elle traite à peu près tous les sujets dans l'ordre, dans le désordre, on va dire. avec intelligence, hein, mais le cursus initiatique véritable, la vraie colonne vertébrale n'y est pas. Donc ça pose un problème. La Ouattara, que j'ai pas fréquenté, l'ordre des constructeurs qui était... Donc c'était censé être une obédience pilote pour le Ouattara, c'est-à-dire une pierre de couronnement, le sommet de la pyramide. Et les personnes qui étaient là étaient des gens qui avaient touché à l'alchimie, véritablement, qui avaient fréquenté les frères aînés de la Rose-Croix. C'était des gens vraiment d'un très très haut niveau et vraiment des gens vraiment intéressants. Bon, c'est eux qui m'ont formé. Si on peut dire que la maçonnerie m'a donné un sens, parce que moi je voulais pas y aller. J'avais dit à Joël, oh non, moi, les caricatures du verbe, ça m'intéresse pas. Ayant fréquenté Jacques Breyer pour Terre Oméga, la maçonnerie du Saint Graal, où on a fait un retour sur nos réincarnations. Ça, c'est le travail dont j'en ai pas parlé, qui était très important. C'est qu'à la maçonnerie du Saint Graal, on pouvait retrouver ces réincarnations. On était conscient la nuit de tout ce qu'on faisait. Ce qui n'est pas le cas dans la maçonnerie. C'est-à-dire que c'est complètement même en dehors. Il y avait un véritable travail occulte qui s'est fait. Et un jour, j'ai rencontré d'ailleurs le responsable du Dalai Lama et je lui en ai parlé. Et il m'a dit, cette école est très sérieuse. D'accord. Voilà. Et lui-même, je lui ai parlé des maîtres secrets du bouddhisme tibétain, mais il m'a dit, je ne sais pas comment tu l'as su, mais tu savais les noms. Ah ouais. Et à ce moment-là, on a fait un échange, si tu veux. Et il m'a d'ailleurs dédicacé un bouquin sur l'astrologie tibétaine de Cornu, tu vois. Ça, c'est en aparté. Et donc ensuite, donc je suis allé au maximum, je suis allé jusqu'au Saint-André d'Écosse dans ce système de l'ordre des constructeurs. Et attention aux frites, elles s'envolent. Tiens, le jambon aussi. C'est un courant d'air. Et c'est l'esprit qui descend. Voilà. Donc donc j'ai été au maximum. Puis il y a eu ce qu'on appelle un phénomène de jalousie. J'ai été nommé vénérable. Et comme j'étais pressé d'aider au maximum les personnes, j'ai fait une erreur monumentale, c'est que j'ai voulu guider trop fortement la loge. Alors que j'aurais dû les laisser aller, faire ce qu'ils voulaient, quoi. Et à partir de ce moment-là, ça serait mieux passé. Et finalement, tu parles de Hermès, ouais. À partir de ce moment-là, et m'étant dirigé vers le côté kabbalistique de la Golden Dawn, de plus en plus, j'étais attiré par ça et j'ai commencé à travailler le tarot de la Golden Dawn. Alors que j'avais toujours des tarots sur moi, mais
c'est là où j'ai commencé vraiment à sentir que j'avais l'âme du tarot en moi. L'aube dorée. Hein? C'est l'aube dorée là. Oui, voilà, c'est ça, l'aube dorée. Et ensuite, donc, parallèlement, j'allais à une autre loge qui s'appelait Perceval, qui était de la Grande Loge de France, où il n'y avait que des gars complètement fondus comme nous, à savoir qu'il fallait avoir lu le livre de Moriation sur la magie pour adhérer à la loge. Si on n'avait pas lu ce bouquin, on ne pouvait pas rentrer. Donc, tous les frères qui venaient dans cette loge, à Perceval, qui était à Boulogne-Billancourt, étaient tous des gars qui avaient touché à toutes les formes d'ésotérisme. Perceval, c'est très proche de Parsifal, c'était très proche de Wagner. C'était chrétien. C'était très chrétien. Il se revendiquait chrétien, si tu veux. Il fallait être en relation, avoir une relation particulière, personnelle, et non pas catholique, personnelle avec le Christ. Voilà. Et donc, les adhérents à cette loge se sont faits comme ça. Ça a déplu à la Grande Loge de France immédiatement et ça a été après le zigouillomètre. On peut appeler ça comme ça. Dès qu'une loge se singularise avec un particularisme, elle devient dangereuse. Bon. Et elle a foiré par la suite parce que les gens les plus intéressants sont partis. Mais ça a été une expérience unique. Parce que là, il y avait tous les frères de la Golden Dawn qui viennent. Il y avait Nicolas Tereschenko, il y avait le grand maître, c'était pas Nicolas, c'était Roudiou, Pascal Roudiou, qui a écrit de nombreux bouquins sur la Golden Dawn. Et là, il y a eu des échanges vraiment très 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 nourris parce que Nicolas Tereschenko en plus était intimement entré dans les groupes Gurdjieff, comme Arnaud Desjardins si tu veux, et il avait une qualité exceptionnelle, c'est que c'était un homme d'un amour extraordinaire. Il avait un rayonnement. J'ai connu que 2 personnes comme ça. Un autre frère dans la Masnie qui s'appelait Tut et qui appartenait il était le bras droit des philosophes de la nature, un groupe alchimique qui a travaillé sur la Kabbale, sur l'alchimie, etc. Et c'était la même dimension de personnage, c'est-à-dire des êtres qui avaient un rayonnement extraordinaire, une chaleur humaine prodigieuse, et on sentait qu'ils n'étaient là pas pour humilier, parce que c'est ce qui se passe dans la maçonnerie, dans beaucoup de courants, on vient humilier le disciple pour lui montrer qu'on est le plus beau, ou le plus fort, ou le phénix de ses bois. Ce qui est une connerie monumentale, parce que le maître est égal au disciple. Et d'ailleurs, il y a une phrase de la personne qui était extraordinaire, lorsqu'il nous disait, on voyait un jeune postulant au mystère qui entrait, qui passait la porte des mystères à la loge, il disait, ça c'est le futur maître qui vient, c'est pas l'apprenti, tu dois voir le futur maître. Et ça c'est extraordinaire parce que c'est révélateur qu'on est là pour éveiller les individus et pas pour les briser. Et malheureusement, dans les schémas maçonniques traditionnels, très souvent, on prend les gars, on les met entre les colonnes, et puis tu nous dis ce que tu as à nous dire, bon, puis après on le casse. Tout est de la merde de l'apprenti. Ce qui est répugnant, comme à un moment donné, c'est valable pour au tout début de l'initiation pour School Team, mais on n'est pas là pour l'engueuler sans arrêt. Il faut le révéler à lui-même, lui apprendre ce qu'il est, etc. Donc moi je me suis toujours refusé à ça. Ça vient de quoi? Ça vient des anciens courants atlantéens. Quand Merlin et Narada, l'archange Narada, ont mis en place le mégalithisme, à partir de ce moment-là, ils ont travaillé sur la loi des polarités masculines et féminines en créant des jeux qu'on retrouve chez Morgane, qu'on retrouve chez la reine Guenièvre, etc. Des jeux de résistance entre mâle et femelle, entre masculin et féminin. Et dans l'inconscient collectif, nous sommes des victimes de ces postures. Si on fait du zen, on nous les oublie. Si on s'intéresse à plusieurs types de philosophie, à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a une imposture et non pas une posture de quelque chose qui nuit à la vérité de l'individu. C'est pourquoi je me suis orienté très très tôt vers la psychanalyse de Jung. Ah oui. Et sur tous les courants, pas freudiens, parce que bon, Freud ne m'intéressait pas, Doswey m'intéressait. Et Jung a bien expliqué aussi par rapport au phénomène ovni qu'en fait c'est des masses photoniques. Oui, en fait le phénomène
il dépend de notre psyché en fait. C'est-à-dire qu'il s'adapte tout le temps à notre civilisation, à nos archétypes. Et tout le travail de Eric Zucker, de Jacques Vallée. Oui. Jacques Vallée qui est précurseur dans ce côté-là, la Passeporte Magonia. Oui. Et Jung vraiment a appuyé ça. Et on va parler aussi de tu t'intéressais aussi au phénomène ovni à l'époque aussi. Ah bah pas une époque, tu t'es intéressé tôt quoi. Aussi. À 12 ans quoi. C'est ça. Dès 12 ans ça a commencé. Je collectionnais Lumière dans la nuit, tout ça. Il y avait LDLN, il y avait El Incognito de l'Espatio, j'avais toutes les revues. Tout ce qui pouvait traîner comme article de presse sur les ovnis, effectivement j'étais friand. Puis comme j'en ai vu un après à 20 ans à Biarritz. Oui, à Biarritz, c'est ça. Voilà. Bah, tu sais tout quoi. Bon. On appelle Sherlock Holmes dans le milieu. Sherlock Holmes. Moi, tu sais tout. Voilà. Bon, après, c'est vrai. Non, mais après, j'ai eu des contacts privilégiés avec certaines entités que j'avais à certaines dates, que je pouvais avoir. Si je voulais les avoir, je pouvais les avoir. Mais je ne recherchais pas spécialement. Ça a été assez... bon. Après, ce courant maçonnique, si tu veux, on m'a mis au pied du mur, on m'a dit, bon, où tu pars de la loge bleue, alors la loge bleue c'est le travail c'est le plus important. C'est le travail le plus important, c'est là où tu dégrossis la matière brute. Hein. Je pouvais rester dans les degrés supérieurs, mais comme les réunions de degrés supérieurs c'est une fois par an, ça n'intéressait plus rien. Donc j'ai abandonné, j'ai quitté, je suis allé à Perceval. Perceval ça a merdé aussi, la grande loge de France. Et finalement après j'ai tout arrêté. Et à ce moment-là j'ai fait feedback. J'ai commencé à faire des voyages initiatiques pour moi. C'est-à-dire que je prenais les anciens frères, je prenais un car, je mettais 50 personnes dedans et je les emmenais se balader. Puis à un moment donné, il s'est passé une chose qui est toujours habituelle en maçonnerie, c'est que les frères ne voulaient pas payer. Ils voulaient tous au gratos. Alors je me suis dit, bon, je ne peux pas faire ça parce qu'il faut payer le car, il faut payer, etc. Donc j'ai arrêté tout. Et pendant 2 ans, je me suis mis en stand-by. Tu es allé en Belgique un peu dans un endroit après, beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. 89, 90. Voilà. Plus tard encore. Oui, j'ai fait la grande place de Bruxelles. Pas comme Rubinstein, pas du tout pareil. J'ai décrypté autrement par rapport à la Rose-Croix et par rapport au numéro de rue et par rapport... il y a une autre clé qui n'est pas donnée. Bon, et tu étais passionné par les cathédrales, passionné par... Ah oui, depuis dès l'âge de 25 ans, 26 ans, j'ai commencé mon chemin de cathédrale. Et ça n'a jamais arrêté par la suite. J'ai fait toutes les cathédrales sur le plan alchimique. Oui, j'ai pas dit ça, c'est que en fait j'ai fait les études d'alchimie. Et en fait c'est à travers chaque cathédrale que j'ai étudiée ou chaque lieu que ça s'est fait. Et pardon, dans les années 90-91, effectivement, ce sont les années où j'ai quitté après la maçonnerie, j'ai rencontré un druide qui s'appelait Mercurios et qui m'a initié. Et il m'a dit, toi tu appartiens au courant nordique. C'est-à-dire au courant du monde du Nord. Mais bon, il ne m'a rien révélé de spécial parce que je le savais. Hein. Les Gaudi ? Ça a été oui. C'est froid ou vous pouvez garder ? Vous pouvez y aller. Si c'est bon. C'est bon. Ça, je vous débarrasse de toi. Merci. Vous voulez autre chose ou c'est bon pour vous ? Non, ça va, c'est bon. Ça va ? Ouais. Merci beaucoup. Et en fait, là, j'ai eu, dans cette initiation, je me suis vu à Étretat. C'était des rêves que je faisais. Je me suis vu à Étretat avec le druide Mercurios. Et je me suis vu entrer dans un mégalithe. Et j'ai vu des oiseaux et je savais ce que signifiaient les oiseaux. Enfin, il y a toute une initiation secrète. Dans le celtisme ou le druidisme, on va dire que je suis un oiseau. Voilà. Ça rappelle les oiseaux migrateurs. Les Vandervogel. Bon, plus que ça, c'est plus que... Non, Garanos, les scouts. Garanos, le nom de Garanos, c'est lui qui me l'a donné, c'est pas moi. Hein. Oui. Garanos veut dire la grue céleste. D'accord. Et les grues célestes, pourquoi la grue ? Parce qu'elle vole à 10 000 mètres d'altitude. C'est un des oiseaux qui vole le plus haut. Ça veut dire qu'elle engendre et elle comprend, elle vient du monde des étoiles et elle apporte la connaissance des cosmogonies.
Et par la suite, effectivement, je me suis attaché surtout à étudier toutes les cosmogonies. Et l'avantage que j'ai pu en tirer, par la grâce de l'illumination de mes guides dans l'invisible, c'est le fait que je peux traduire aussi bien la cosmogonie d'Ogon que la cosmogonie des Rose-Croix, que la cosmogonie celtique, et toutes elles tiennent sur un même schéma. Et j'ai pris celle des martinistes et j'ai pris toutes les autres cosmogonies et toutes elles tiennent sur un seul schéma. Ça veut dire qu'il y a un schéma général qui donne toutes les clés mondiales. Et c'est ça qui est extraordinaire. Quelle est la différence entre la fraternité des ésotérismes et la religion? Elle est là. C'est que les ésotérismes ont une fraternité de cosmogonie, de cognition et de connaissance. L'Église divise les hommes. C'est l'ergon. Comment? L'ergon. C'est un terme. L'ergon. L'ergon? Ouais. Il y a un terme. L'ergon, c'est en alchimie. Il y a l'ergon et le paragone, c'est la pierre. L'ergon, c'est l'homme. C'est le travail qu'on fait en soi-même. On peut dire que c'est ma propre pierre. Oui. Et je n'ai pas dit, je suis allé de nombreuses années, alors ça c'était à partir des années 91, quand j'ai lâché la maçonnerie, je suis allé en théosophie, où là j'ai trouvé un bonheur extraordinaire, parce que au moins pour une fois, il n'y avait pas l'incendie chrétien où seul le christianisme comptait, ou le christianisme ésotérique, ou etc. Des personnes d'une intelligence remarquable qui pouvaient comprendre aussi bien toutes les traditions sans les opposer ou sans les blesser les unes avec les autres. Ça, c'était l'intelligence vraie pour moi, qui ressemblait à ce qu'était le druidisme à l'origine. Donc j'ai eu la théosophie et ensuite j'ai rencontré un garçon qui faisait du Raja Yoga. Et il m'a amené dans son groupe de Raja Yoga. Et là, le premier cleaning que j'ai fait avec lui, c'était pas lui, mais c'était une autre personne, j'ai revu toutes mes vies. Toutes mes vies. Et j'ai revu sur plusieurs continents. Donc j'ai compris, j'avais déjà eu ça à la Masnie. Mais à ce point-là, pas jamais. Et là, j'ai rencontré, dans le monde spirituel, j'ai rencontré un être, un yogi exceptionnel dont je ne peux pas parler. Je n'ai pas le droit d'en parler, quoi, en gros. Et donc, j'ai fait tous ces courants. Donc, ils sont multiples. Il n'y a pas uniquement le courant occidental. On peut dire que j'ai fait le courant occidental et extrême-oriental et de l'Inde aussi. Et que je m'y suis complu, on peut dire, parce que l'hindouisme a des réponses prodigieuses qu'on ne trouvera pas dans le christianisme exotérique. On ne peut pas trouver. C'est plutôt l'inverse en général. Les grands chrétiens, comme Arnaud Desjardins, ils se sont tournés vers l'hindouisme, vers Prajnanpad. Le travail de Blavatsky, la doctrine secrète. Ah bah oui, ça c'est extraordinaire. C'est la base de tout le courant ésotérique finalement. Oui, on peut dire que la Morque, je vais pas dire, si vous prenez, si tu prends, il y a 3 pages dans le livre L'Océan de Théosophie de Judge qui résume entièrement tout le travail que fera par la suite l'Androsicosie à Morque. Si on lit bien les 3 pages. Et effectivement, la Morque a pompé beaucoup dans les éléments de la théosophie. Les grands peintres qui ont fait l'art moderne, Klee, Kandinsky, Miro, etc., étaient tous théosophes. C'est eux qui ont fabriqué le nouvel art moderne qu'on appelle l'art moderne, si tu veux, et qui n'a rien de moderne du tout, puisque en fait ce sont des visions en clairvoyance. Il y a eu un autre peintre allemand qui s'appelait Bo Yinra, qui avait peint un système chinois, taoïste, et qui lui a écrit un bouquin qui s'appelle Monde, avec des pages remarquables. Que tu as. Et je l'ai racheté. C'est très beau. C'est chouette. Mais là, on a une vraie perception. Et ce qu'on retrouve dans cette idéalisation de la matière et de l'esprit, c'est le vrai courant que va donner Klee et Kandinsky, que vont donner Klee et Kandinsky, notamment Kandinsky, lorsque dans son livre du spirituel dans l'art qui était paru chez Gontier, où il explique de manière extraordinaire, il prend un triangle, il divise en 4, c'est comme je l'ai expliqué, les 4 mondes de la Kabbale, et il parle de l'abstrait au concret. Et il explique toute sa démarche par rapport au monde de la couleur.
hein, et l'expérience de la couleur que l'homme fait, qui est pas la même, hein, qui est pas la même dans Ivanov donne son expérience de la couleur, Rudolf Steiner voit son expérience de la couleur, mais c'est en clairvoyance, c'est pas la même chose. Ivanov travaille sur les 7 courants et les 7 chakras, donc il y a toute une démarche. Ivanov, j'ai longuement pratiqué. C'est Mikhail Ivanov. Oui, Mikhail Ivanov. Sur la planche universelle. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Et ça le livre de Peter Deneuf, c'était une bible pour moi, comme a été Psychologie, Alchimie quand j'avais 20 ans, où je lisais Jung. Il y a donc un épanouissement de courants dans lesquels on se retrouve en fait. Tu t'es intéressé au Graal aussi, par Antonin Gadal. Oui. Les recherches d'Antonin Gadal, bien sûr. qui autour en était inspiré, bien sûr. Bien sûr. Oui. Donc c'est là, c'est Ussaliban. Oui, là, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, tu peux nous parler un peu de ce que tu as découvert avec Antonin Gadal? Mais je connais surtout son ouvrage par rapport au Spulga et aux grottes et voilà, l'initiation Qatar. Et effectivement, là tu parlais tout à l'heure du courant des polaires. Oui. On est dedans. On est dedans. Mais le courant des polaires a été animé par François Brousse. Et Brousse était un théosophe, surtout. C'est quelqu'un qui a rencontré une femme, yogi, qui était véritablement initiée. Et Brousse est particulier. J'ai son bouquin sur le tarot, j'ai ses bouquins de la licorne, etc. Il est intéressant, mais je crois qu'il dérape un peu à un moment. Mais ça, bon, c'est mon point de vue, hein. Après tout, il y a peut-être d'autres personnes qui diront qu'il dérapent pas, mais bon. Ils ont créé un courant très secret à Paris, avec un évêque, avec différents personnages, mais je pense que c'était trop astralisé. Enfin, ce serait difficile d'en parler comme ça. Il faudrait rencontrer des gens qui ont appartenu au mouvement lui-même et en parler avec eux pour avoir Gadal recherchait le Graal Pierre. Ah mais Gadal a fait une vraie recherche. Oui. Parce qu'il y a le Graal qu'on appelle l'homme phallos, enfin le sang du Christ, mais lui il le recherchait dans les grottes parce qu'il pensait que c'était le Graal Pierre. C'est le Graal préhistorique, le Graal de la tradition primordiale. Si tu veux, il y a 3 tables du Graal. Il y a la table de Joseph d'Arimathée, il y a la table double, c'est-à-dire ce qu'on appelle le double carré ou le carré long, et la 3e table du Graal qui est circulaire. Ouais. C'est ce que j'apprends à mon propre groupe en tarot, où je leur explique les 3 tables du Graal. Là, ça fait déjà 15 ans qu'on bosse ensemble. Je commence seulement à leur expliquer la 2e table du Graal. Je leur expliquais la première pendant des années, comment elle était, à partir du cercle, comment elle se faisait. On a travaillé pendant plusieurs années sur cette table-là, qui était en fait une table égyptienne et templière, mais aussi atlantéenne, mais plus liée à l'astrologie égyptienne. Et ensuite, la 2e table du Graal, qui est la table magique, et la 3e table, qui est la table divinatoire, qui est la moins intéressante. Il faut savoir que les Égyptiens ne s'intéressaient absolument pas à l'aspect divinatoire, sauf dans le cas des initiés, où on devait, quand il y avait un problème à comprendre, quand l'initié en Égypte passait dans les épreuves souterraines, à un moment donné, il arrivait devant une grille en fer. On ouvrait la grille, il y avait une allée de sphinx et il y avait les 22 figures du tarot. Ce qui veut dire que c'est multimillénaire. Le tarot existe même avant l'Atlantide. Peut-être qu'il était sur Mu. Ce sont des archétypes, ce sont les 22 arcanes majeurs qui sont des archétypes. Mais les 78 lames correspondent à la doctrine secrète elle-même, quoi. Bon. Donc, moi je l'ai retrouvé. J'ai eu cette chance exceptionnelle, c'est de retrouver dans une église en France à je ne dirai pas laquelle, parce que je ne veux pas dévoiler les batteries. Une église dans laquelle, au VIe siècle, on trouve les premières figures du tarot. Ensuite, en l'an 1000, dans un coffret d'ivoirine, j'ai trouvé les 6 premières figures du tarot. Donc ce sont bien des archétypes qui existaient, attention, et avec un dessin celtique. Il va s'envoler là. Et ça l'aveugle.
Et donc, Le pont invisible. ça veut dire que... Indiana Jones. Ouais, ça veut dire que... Qu'est-ce qu'il y a, Indiana Jones? Non, le pont invisible. Le oui. pont, le pont. Ah oui, d'accord. D'accord. Et confiance en le pont. Ouais, d'accord. Confiance en toi. Donc voilà, si tu veux, l'idée, c'est que celui qui reçoit le Graal, le tarot, par exemple, je voyageais la nuit dans le tarot. Je voyais les lames défiler devant moi pendant des heures et des heures et des heures. Donc c'est autre chose, tu veux. C'est l'épanouissement de la rose occidentale et égyptienne et atlantéenne. Et lié au Graal, la musique de Parsifal, de Richard Wagner, c'était important aussi parce que oui, toi, oui. Lohengrin aussi, les préludes, surtout la musique. Le chantement du vendredi, voilà, surtout la musique. C'est prodigieux. Pour moi, c'est magique, on monte en bas à Montségur et on écoute ça, on se sent transporté. C'est que t'aimes bien, ouais. Non, mais ça, c'est normal. Moi-même, quand j'allais en forêt, je chantais la musique de Parsifal. Parce que il a trouvé dans le 4e ciel. Et le cœur. Voilà, il a trouvé dans le 4e ciel cette expression extraordinaire. Autant il y a un aboutissement spirituel du christianisme ésotérique dans Parsifal que aucun musicien n'a atteint. Chez Tchaïkovski, il y a une pureté cristalline extraordinaire qui est merveilleuse, alors que chez, par exemple, Beethoven, c'est la profondeur. Chez Mozart, c'est entre la profondeur et l'extérieur. Je ne suis pas trop mozartien, personnellement, ni le Requiem, ouais. Ah, le Requiem, c'est à part. Bon, mais par contre, chez Beethoven, tu parlais du Graal, quand j'ai écouté une fois, toute la journée, j'ai écouté la 9e, toute la journée. Et les imaginations qui sont venues, c'était les imaginations sur le Graal que j'ai vu et qui était le Graal celtique d'il y a des millions d'années. Il faut savoir qu'il y a différents types de Graal. En fonction des réincarnations de la Terre, le dernier Graal était celui de la Lune et il était lié entièrement aux 9 expressions lunaires. 3 quand elle était rattachée à la Terre, 3 quand elle est sortie et 3 quand elle s'est éloignée. Ce qui veut dire qu'il y avait 9 mouvements, si tu veux. Et c'est en Russie que c'est arrivé, la Lune s'est décrochée de la Terre et c'est pourquoi tous les amis du Kalevala finnois, finlandais, etc. racontent cet événement où la Lune est sortie du corps physique de la Terre et qui a été crachée, si tu veux, en quelque sorte. Donc il y avait aussi de la lave et du sang qui était accroché à la Lune. Et d'ailleurs on disait toujours, pour l'initier, il faut que tu arrives à décrocher la Lune. Ça voulait bien dire quelque chose, décrocher la Lune. La Lune a une symbolique important, je pense. Ouais. Ça me rappelle Rudolf, l'Égyptien, on l'appelait l'Égyptien, qui a en prison, quand il était en prison à la fin, il avait la Lune en poster. Ah oui, c'est pas étonnant. Jusqu'à la fin de sa vie. Quoi. Oui, mais ça se comprend. Il restait. L'astrologie karmique. Il s'est parti d'une société secrète qui s'appelait Les Veilleurs. Ouais. Ah, Les Veilleurs. Les Veilleurs à Paris. C'est ça. À Paris. Les Veilleurs. Ouais, les Veilleurs, ça s'appelle. Non, dans les années 20. Dans les années 20. Non, il y a 2 groupes qui s'appellent Les Veilleurs. Dans les années 20. Il y a 2 groupes. Il y a un groupe qui est Les Veilleurs, c'est Isha Schwaller de Lubitsch, ou René Schwaller de Lubitsch, qui a créé le groupe des Veilleurs, avec Aor. Ça, c'est le groupe égyptien, très lié à l'alchimie. Enfin, personnellement, s'il y a quelqu'un en qui je me reconnais, vraiment, hein, le plus profond de moi-même, c'est René Schwaller de Lubitsch. Je me sens extrêmement proche de Schwaller. C'est pourquoi c'est très intéressant parce que si je suis redevenu druide, c'est de passage, je dirais, parce que j'ai été confronté à mes propres archétypes et à ma propre mémoire. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai retrouvé ces vies de druide et pour moi tout était facile à comprendre d'une certaine manière. Mais ça n'est que l'instant de la photographie d'une vie. Si on prenait mon histoire, on dirait il a vécu en Chine, on met une pierre avec une tête chinoise et un signe, le signe de la vie des Chinois. Si j'ai une vie en Turquie, j'aurais une pierre avec une représentation d'une lune et un croissant. Si j'avais une pierre en Égypte, j'aurais Ibis, l'abeille. Et si j'avais une vie en celtique, eh bien, ce serait un symbole celte, le triskel, ou les 3 spirales. Donc, à chaque fois, nous sommes toutes ces pierres. Et elles sont incluses dans un seul mur et un seul édifice. Je me reconnais dans Schwaller parce que il a une vraie démarche alchimique et sa singularité, c'est qu'il travaille seul.
Et jusqu'à la fin de sa vie, il a travaillé avec son propre groupe dans les veilleurs, justement. D'accord. Alors pour toi, quel est le véritable trésor de Rennes-le-Château? Quel est-il? La réponse est-ce une farce ou pas? Est-ce une farce ou pas? On sait que la Bessonnière était Rose-Croix, enfin, plus ou moins proche et que l'église... Il a fréquenté Debussy, qui était le grand maître de la Rose-Croix. Déjà, bon, on savait. Et il a cherché... Je vous dois... Ok, Regardez quand même. vous gardez tout. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. J'en prie. Ouais. Elle va pas s'envoler, vous inquiétez pas. Et oui, il a été grand maître de la Rose-Croix. Je pense que les interrogations de ce personnage étaient légitimes. Il a compris que la farce au-dessus des églises, et il s'est dit, les réponses sont ailleurs. Il avait trouvé dans l'église, sous le dallage, semble-t-il, un manuscrit, je crois, de la duchesse d'Hautpoul. Oui, parce qu'il y a la crypte qui est... Mais là, c'est dans le dallage. Ouais. Il semblerait qu'il trouvait dans le dallage un manuscrit de la duchesse d'Hautpoul. Ce manuscrit était en rapport avec le grand œuvre. Mais il n'était pas éludé. Donc, qu'a fait la Bessonnière? Il a cherché à comprendre ce que ça signifiait. Et il l'a emporté à Paris pour rencontrer toutes les élites des Rose-Croix qui, eux, avaient les réponses. Voilà. Par contre, ça n'explique pas la fortune colossale qu'il a trouvée pour dépenser 2 milliards pour etc. Bon, je pense qu'il a trouvé, peut-être était-il aussi radiesthésiste, je ne sais pas. Il a trouvé d'autres choses, ou il a reçu d'autres éléments secrets de peut-être plusieurs traditions, soit le fameux trésor avec l'histoire de l'Arche d'Alliance, etc. On ne sait pas exactement. Ah oui. Bon, parce qu'il y a ça. Parce qu'il paraît que le Mossad a fait des recherches, voilà. D'ailleurs, dans les années 90. Là, je reste assez... j'ai connu un frère qui a bossé 10 ans. Parce que Bugarach, je voulais dire Arche. Oui. Arche d'Alliance. Mais il y a quelque chose là-bas, je le sais, parce que moi j'ai eu ça une fois en vision, et j'ai vu l'alignement de 2 points par rapport au Bugarach. Bon. Oui. J'avais rencontré des Tibétains, moi, qui me disaient que Bugarach ils étaient en haut de Bugarach, ils étaient de Lhasa, ils me disaient c'est au même niveau que Machu Picchu et que Lhasa. Bugarach. Au niveau vibratoire. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais ça, c'est pas étonnant. Il y a des lieux qui sont des chakras naturels dans les lieux dans lesquels on peut faire, par exemple, soit de la magie, soit de la théurgie. C'est pour ça que, par exemple, dans certaines montagnes Centre-Dieu des Alpes, dans certaines montagnes des Alpes, on trouve une recrudescence extraordinaire de glyphes préhistoriques qui sont en fait des stations d'envol astrales pour aller dans les étoiles. Et ce sont des lieux particuliers dans lesquels il y a un tel tellurisme, il y a un tel microcosme sur le plan cosmique, sur le plan vibratoire, que on peut, quand on est initié, exploiter ces lieux. Ouais. Je prends un exemple. J'étais du côté de Chartres, j'ai trouvé un endroit, il y avait une pierre qui dormait. Je suis allé voir la pierre et je dis, mais tu dors, qu'est-ce que c'était comme lieu? Parce que il y a quand même une vibration. Et l'entité du lieu m'a dit, le génie du lieu m'a dit, je vais l'ouvrir pour toi, mais il dort depuis plusieurs siècles. Je vais l'ouvrir pour toi, mais dès que tu auras terminé, je le ferme. D'accord. C'est-à-dire que ça a duré 1 heure. Donc j'ai reçu ce que ça voulait dire à ce moment-là. Le génie du lieu l'a voulu parce qu'il y avait cette initiation en moi. Bon. Et que je l'entendais. Mais sinon, il dormait. Ça veut dire qu'il y a des lieux qui dorment pendant certains temps, et il se peut très bien que des lieux comme Bugarach et comme d'autres dorment pendant des millénaires, parce qu'il y a nécessité historique en fonction de l'ère. C'est très important. Les ères sont extrêmement importantes. Cette astrologie des ères est certainement la plus importante pour le développement occulte de l'homme. Quelle que soit la race, la religion, la couleur, là où il vit, etc. Donc, l'ère géologique, parce qu'il y a aussi la matrice où on est, où on vit, est importante, le rayonnement des pierres, des lieux, etc. Enfin, les génies du lieu, quoi. Bugarach, on l'appelle la montagne aux fées avant. Aux fées? Aux fées, justement. Oui, bien sûr. Donc c'était lié. Les fées prennent contact avec les hommes quand les hommes ne parlent plus aux hommes. C'est-à-dire qu'il y a eu des contacts dans les Alpes. On raconte encore
dans les années 1920. C'est Samivelle, tu parlais de ça. Oui. Mais même les historiens locaux, tu vois, racontent qu'ils ont eu des rencontres avec les fées, etc. Et elles sont parties un peu en partie due à l'industrialisation du début du siècle. D'une part, et surtout de la vibration, peut-être de l'homme, les paysans, jusqu'à, je pense, 1910-1920, pouvaient encore avoir des contacts avec eux. Notamment, Evan Vance en parlait, l'Irlandais. Là, mais en même temps, les fées n'aiment pas les hommes. Leur vibration aussi, peut-être. Oui, elles n'aiment pas les hommes parce qu'ils sont accapareurs, ambitieux, voleurs. Ils veulent des secrets que les fées possèdent. Et quand à un moment donné, un individu pose trop de questions aux fées, elle leur ferme la porte et c'est fini, elles ne parlent plus. Donc il y a une fermeture réelle. Mais par contre, comme elles sont imputrescibles, elles ne peuvent pas brûler, elles ne peuvent pas se noyer. Elles sont dans la nature de l'or alchimique en quelque sorte. On ne peut rien leur faire. Mais en même temps, il faut savoir une chose, c'est que les fées sont des êtres qui sont amorales par rapport à nous. Parce que justement, elles n'ont pas de moralité là où elles sont. Elles n'ont pas besoin d'avoir de cette moralité. Et donc, si elles nous demandent de tuer un veau, elles ne se rendent pas compte de ce que c'est un meurtre. Et pour elles, c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors justement, ce qui est étrange, c'est la relation qu'il y a, dont parle Vallée, entre par exemple les mutilations animales qu'il y a par rapport aux ovnis, et il y avait ces mutilations animales aussi dans l'ancien temps avec les fées et avec l'esprit de la nature. Est-ce que ce sont les mêmes en fait pour toi? Est-ce que ce sont les mêmes choses qui reviennent et que ce sont en fait de la mythologie qui est au goût du jour de maintenant? Mais c'est les mêmes en fait. Le même archétype. Oui, mais le phénomène des fées n'existe que par exemple chez les anglo-saxons ou en France. En France, dès qu'on parle d'extraterrestres ou de fées ou etc., ça leur fait des crises d'urticaire. Ils ne comprennent rien. Bon, donc, je pense que dans les pays anglo-saxons, Lionel Camille en a parlé de ça. On parlait des changelings aussi, les enlèvements d'enfants, de changements. Et puis, ça aussi. Mon cher fils, je ne sais pas quelle heure il est, mais il va falloir que je prenne mes vacances studieuses et on reprendra cette interview une autre fois. Je te souhaite une bonne soirée. Amis du soir, bonsoir. C'est la première partie. La première partie.